Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Emmanuel Faux. Cette semaine, les deux géants du continent russo-asiatique nous ont envoyé des nouvelles alarmantes. Lundi, on apprenait que la Russie avait vu sa croissance reculer de 4,6% au deuxième trimestre, soit 2 fois plus qu'au premier trimestre. Un chiffre qui a, semble-t-il, pris de court des autorités de Moscou. Et puis mercredi et jeudi, Pékin a annoncé 2 dévaluations choc de sa monnaie, le yuan. 5% au total, ce qui n'a pas manqué d'affoler les marchés. Jeudi, la bourse de Paris a clôturé en baisse de 3,4%. Y a-t-il des causes communes à cette dégradation des économies russes et chinoises, ou au contraire faut-il distinguer entre les deux phénomènes? Nous en parlons avec 2 éminents chercheurs, Jean-Philippe Béja, du CERI et directeur de recherche du CNRS, qui a été en poste à Pékin pendant de longues années, et Pierre Laurin, biographe de Vladimir Poutine et qui connaît la politique russe sur le bout des doigts. Messieurs, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de croiser vos analyses en direct sur Europe 1. Alors, si je vous dis la dévaluation spectaculaire du yuan chinois s'explique d'abord par des raisons économiques et commerciales, tandis que la récession en Russie a des causes surtout politiques, conséquences notamment des sanctions liées à la crise ukrainienne. Est-ce que vous êtes globalement d'accord? D'abord, Jean-Philippe Béja, pour la Chine. En tout cas, pour la Chine, je suis globalement d'accord. Il y a effectivement un ralentissement de la croissance économique chinoise. La Chine est totalement globalisée. Elle est très largement dépendante des marchés extérieurs et évidemment, avec ce qu'on appelle l'augmentation des coûts, qui est due à l'augmentation relative des salaires, on a vu un renchérissement de ces exportations. D'autre part, la demande mondiale n'a cessé de fléchir, et dans ces conditions, évidemment, l'économie chinoise, qui est fondée sur l'exportation, a dû ralentir sa croissance, ce qui explique aussi la dévaluation du yuan. Alors, la dévaluation du yuan s'explique de 2 manières. D'une part, parce qu'il y a, ce que je dis, cet affaiblissement de la croissance chinoise, et puis d'autre part, la volonté sans aucun doute des autorités de relancer les exportations en abaissant la valeur des produits chinois. Mais en même temps, si le yuan était entièrement convertible, il est fort probable que le ralentissement de la croissance aurait provoqué de toute façon une dépréciation de cette monnaie. Donc je crois qu'en l'occurrence, il ne s'agit pas d'une manipulation et les conséquences sont essentiellement économiques, ce qui n'empêche pas d'avoir de très graves problèmes politiques et sociaux en Chine. Si vous voulez, on pourra en parler. On en reparlera. Pierre Laurin, pourquoi cette chute de l'économie russe qui affichait des taux de l'ordre de plus 5-6% de croissance il y a encore une dizaine d'années? Eh bien, d'une part, parce que la croissance s'est ralentie à la suite des crises économiques qui ont touché la planète entière, d'une part. Et puis, effectivement, il y a les sanctions. Il y a 2 phénomènes. Le premier, effectivement, les sanctions. Le deuxième, c'est la chute des cours du pétrole qui affecte gravement l'économie russe. En ce qui concerne les sanctions, il y a 2 choses. La première, c'est que les investissements occidentaux ne se font plus de la même manière. Il y a des secteurs qui sont interdits à l'investissement. Il est interdit de financer certaines banques, d'investir dans certains secteurs de l'économie. Et d'autre part, les échanges économiques ont gravement souffert de la politique des sanctions menée par les Occidentaux et auxquels les Russes ont répondu par l'embargo sur certains produits alimentaires. Donc tout cela fait que l'économie russe, qui dépend pour beaucoup de l'étranger, qui dépend également pour beaucoup de l'exportation des matières premières, en l'occurrence le pétrole et le gaz, ne trouve plus aujourd'hui suffisamment d'oxygène et suffisamment de liquidité pour continuer à se développer. Donc, la décroissance que l'on constate est inévitable. Maintenant, c'est un phénomène, vraisemblablement, les 4,2% du deuxième trimestre. 4,6. 4,6, excusez-moi, sont vraisemblablement vont être compensés dans les mois qui viennent. Mais bon, personne n'est sûr. On table sur une chute de la croissance de 2,7% à la fin de l'année selon la Banque mondiale. Ça risque plutôt d'être aux alentours de 3,3%. Au-delà de 3, oui. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une dimension politique quand même qui rapproche les situations de la Russie et de la Chine, dans la mesure où on a assisté dans les 2 pays à une certaine reprise en main ces derniers mois? Jean-Philippe Béja, on a vu notamment les autorités chinoises s'en prendre directement aux avocats des droits de l'homme. Oui, absolument, ce qui est une nouveauté quand même. Disons que depuis les Jeux Olympiques de 2008, on a assisté
Jeux Olympiques de 2008, qui sont aussi plus ou moins contemporains de la crise financière mondiale, de 2008. Mais depuis ce moment-là, on a assisté à une reprise en main dans l'ensemble de toutes les activités de la société civile. Bon, l'arrestation de Liu Xiaobo, qui a obtenu le prix Nobel de la paix et qui est toujours en prison, c'est effectivement 2008 et la condamnation en 2010. Ce qui se passe, c'est que depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, il y a une tentative de reprise en main pour pouvoir relancer la légitimité du parti et aussi pour permettre un nouveau développement économique. Vous savez, la Chine se situe dans une position où le développement économique a aussi provoqué un certain développement de la conscience de la société civile. Depuis que les ouvriers, par exemple, au travail dans les usines depuis environ 30 ans, il y a maintenant une nouvelle génération qui est arrivée et qui demande que les progrès de l'économie lui permettent qui voudraient aussi jouir des fruits de ce développement économique. Recevoir leur dû. Voilà, exactement. Donc, on a eu une multiplication des grèves, notamment dans les régions du Guangdong et de la région de Shanghai, qui sont ce qu'on appelle la locomotive de l'économie mondiale, et on a obtenu un certain nombre de hausses de salaire. C'est l'apparition, d'une certaine manière, d'une classe moyenne qu'on a vu naître il y a quelques années aussi en Russie. Alors, je crois qu'il y a deux choses. Il y a une classe ouvrière qui commence à être de plus en plus consciente de ses droits et effectivement une classe moyenne qui demande à avoir plus de possibilités. Regardez, récemment on a eu cette explosion à Tianjin. Eh bien, si on regarde ce qui s'est passé, il y a 3 ans, il y avait eu de grosses manifestations à Tianjin contre l'implantation d'usines chimiques dans la région de Binhai, où a lieu cette explosion. Cette classe, les protestations ne sont nullement prises en compte. Et depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, c'est encore pire. C'est-à-dire que ce que cherche à faire le pouvoir, c'est empêcher les gens d'exprimer le mécontentement, ce qui est dangereux, on le voit, pour le développement même de la Chine. Alors il y a cette espèce de contradiction entre une volonté de continuer à développer l'économie et en même temps un refus total de permettre à la société de s'exprimer. Dans ces conditions, on a par exemple une nouvelle loi sur les ONG qui est un peu inspirée de la loi de Poutine. Les ONG étrangères devront s'inscrire auprès de la sécurité publique. Donc toute activité autonome de la société est considérée comme un danger pour le pouvoir politique. Ce qui est quelque chose d'extrêmement grave et qui, au fond, ne permet pas de développer l'économie. L'économie, aujourd'hui, la Chine est un peu prisonnière de ce qu'on appelle le middle income trap, le piège du revenu moyen. Il faut qu'elle monte en gamme, il faut qu'elle change de braquet, il faut qu'elle développe la consommation et aussi les innovations. Or, si on n'autorise pas de liberté d'expression, le développement de l'innovation est extrêmement difficile. En plus, il y a quand même une toile Internet, même si elle est contrôlée en Chine, qui se développe, donc l'information finit par circuler et ces mécontentements finissent par se savoir. Absolument, l'information circule énormément. On a une cyber-société civile qui se développe, mais là encore, Xi Jinping a pris la tête d'une commission de contrôle de l'Internet et cherche à empêcher les critiques de se développer sur la toile. Pierre Laurin, contrôle des ONG, loi inspirée par Moscou, disait à l'instant Jean-Philippe Béja. Le pluralisme de la presse, on le sait, n'est pas encore vraiment garanti en Russie, pays où a été assassinée la journaliste Anna Politkovskaya. La radio Écho de Moscou est toujours dans le collimateur du Kremlin. Tout ça, ça peut quand même freiner les ardeurs d'une partie de la société pour relancer l'économie. Je ne crois pas que la situation soit similaire à celle de la Chine. Il y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte. La première chose, par exemple sur cette loi sur les ONG, même si effectivement elle est, on peut le dire d'une certaine manière, un peu liberticide, mais elle s'inspire d'une loi équivalente aux États-Unis où les organismes d'État étrangers doivent s'inscrire auprès du département d'État. En fait, le pluralisme de la presse à la télévision n'existe pas réellement. En revanche, si nous connaissons la situation exacte en Russie, c'est grâce à la presse russe qui fait très bien son travail avec des journaux qui ne dépendent pas du gouvernement, qui sont même très souvent hostiles à la politique du gouvernement. La presse écrite se trouve dans la position, si vous voulez, de la presse écrite en France dans les années 60, sous le général de Gaulle, avec beaucoup de liberté. En revanche, la télévision était sous contrôle. Il y a une presse économique un petit peu plus audacieuse, quoi, peut-être en Russie. Même très audacieuse, commerçante, Viedomosti, etc., qui font très très bien leur travail. Et la blogosphère, elle fonctionne très bien.
Question à tous les deux, Jean-Philippe Béja et Pierre Laurin. Est-ce qu'à l'heure où l'économie américaine est en train de redresser la tête, on risque pas d'assister un peu à un renversement de tendance Est-Ouest transpacifique où le balancier va de nouveau aller très nettement vers les États-Unis et en faveur des États-Unis? Pierre Laurin. C'est possible, effectivement, que les États-Unis parviennent à tirer mieux leur épingle du jeu que l'Europe occidentale, dans la mesure où l'Europe occidentale se trouve aujourd'hui en proie à une crise économique dont les racines, finalement, ne sont pas très éloignées de ce qui se passe en Russie, c'est-à-dire un secteur étatique dans de nombreux pays qui est hypertrophié, et une volonté pratiquement délibérée dans certains pays, et notamment en France, d'entraver l'activité des entrepreneurs privés. En Russie, c'est un peu différent dans la mesure où cette mainmise de l'État ne concerne que les secteurs stratégiques. Mais les secteurs stratégiques, c'est la défense, l'armement, le pétrole, le produit chimique, pratiquement toute l'industrie lourde. Donc, il est très difficile en Russie de développer des entreprises privées dans des secteurs porteurs pour l'avenir. Et ça, c'est un problème majeur. Je vous pose la question autrement, Jean-Philippe Béja. Est-ce que les nouvelles qu'on a eues cette semaine, cette double dévaluation du yuan, ne va pas freiner la Chine dans sa course à la première place du podium mondial en termes de PIB devant les États-Unis, qui était l'objectif fixé autour des années 2020. Oui, bien sûr, mais je crois qu'il faut bien regarder la réalité. D'abord, on est très peu sûr de la fiabilité des chiffres chinois. Et on est en train aujourd'hui, de nouveau, de le redécouvrir, ce que les spécialistes ne cessent de dire, mais que les économistes du monde entier, apparemment, refusent de voir. La Chine, au niveau de l'innovation, est tout de même très en retard. On n'a pas vu de grandes innovations chinoises. D'autre part, effectivement, le développement des entreprises privées est relativement circonscrit, et les grands groupes chinois qui sont partis à l'assaut du monde, comme on dit, ce qu'elles font essentiellement, c'est d'essayer d'obtenir des matières premières et de construire des infrastructures qui vont pas très loin. Mais aujourd'hui, chacun sait que le développement est très lié aux hautes technologies. Or, de ce côté-là, l'innovation en Chine reste quand même extrêmement bridée, en raison notamment du contrôle très strict exercé par le parti sur l'activité des scientifiques. Merci beaucoup Pierre Laurin, merci Jean-Philippe Béja. Je renvoie à deux des livres que vous avez publiés, La philosophie du porc de Liu Xiaobo pour Jean-Philippe Béja chez Gallimard. Vous nous en parliez. Liu Xiaobo, c'est donc ce grand dissident chinois qui a reçu le prix Nobel de la paix. Et je crois qu'il ne donne pas de solution à la crise du porc en France, dans sa philosophie. Non, encore que. Et puis Pierre Laurin pour Moscou et la naissance d'une nation. C'est aux éditions Bartilla. Merci à tous les deux.